Un proverbe africain dit qu'il faut un village pour élever un enfant. J'ajouterais qu'il en faut également un autre pour prendre soin de celles et ceux qui les élèvent. Je suis Sybille, maman, RH et coach professionnel certifié. Ici, on parle de ces chemins de vie qui transforment, qui bousculent et qui relient. Bienvenue dans Mercredi, le podcast qui fait entendre la voix des parents et de celles et ceux qui les accompagnent. Les épisodes paraissent un mercredi, parce que le mercredi, ce n'est pas seulement le jour des enfants, c'est aussi le jour où je prendrai la parole et vous la donnerai. Prenez une grande respiration, on commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mercredi. Le sommeil des enfants est sans doute l'un des sujets qui suscite le plus de questions chez les parents, et parfois aussi beaucoup d'inquiétudes. Pourquoi mon bébé se réveille-t-il la nuit ? Est-ce normal ? Faut-il intervenir ? Est-ce que je fais quelque chose de travers ? Entre les conseils que l'on reçoit, les injonctions sociales et les informations que l'on peut lire sur les réseaux, il est parfois difficile de s'y retrouver. Dans cet épisode de Mercredi, j'ai le plaisir d'accueillir Alexia Eglose, spécialiste du sommeil de l'enfant et de l'accompagnement parental. Avec elle, nous allons revenir sur ce qu'est réellement le sommeil des bébés et des enfants. Les réveils nocturnes, les besoins physiologiques, les mythes autour de l'endormissement autonome, mais aussi le rôle fondamental de la sécurité affective. Un échange riche et éclairant pour mieux comprendre les nuits des enfants et peut-être aussi celles des parents. Bonne écoute! Bonjour Alexia et bienvenue, ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Mercredi. Bonjour, merci à toi. Alexia, avant de parler de sommeil, qui est le thème phare de notre épisode, j'aimerais qu'on puisse parler de toi. Parce que derrière Petite Framboise, que tu vas nous détailler par la suite, il y a une femme, il y a un parcours, il y a une histoire. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Bien sûr, donc je m'appelle Alexia Eglose, j'ai bientôt 28 ans. J'habite dans la région lyonnaise depuis toujours et je suis avant tout maman d'une petite fille, commençons par là, qui a maintenant 5 ans. Et depuis 2019, je travaille donc dans l'accompagnement parental, principalement sur les questions de sommeil et d'attachement également. Je suis aussi formatrice donc dans les mêmes thématiques. Et j'ai écrit 2 livres aussi sur le sujet effectivement très central, cette histoire de sommeil. Ça questionne beaucoup. Donc toi, au départ, tu as une première carrière qui n'a rien à voir avec tout ça. Tu as souhaité te réorienter vers l'accompagnement parental. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui a provoqué ce virage et comment est née Petite Framboise ? Effectivement. À l'origine, du coup, je suis chef de projet informatique, donc rien à voir. Beaucoup moins de sens, effectivement, dans le quotidien. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à vouloir devenir mère, accessoirement, que j'ai commencé à me renseigner. J'ai pas de frères et sœurs, donc pour moi c'était un sujet tout nouveau. Et je me suis dit, il faut pas se louper normalement sur ce sujet des enfants. Donc je me suis beaucoup renseignée. Et effectivement, il y a eu une grosse perte de sens par rapport à ce premier métier. Enfin voilà, c'est super, mais bon, je me sentais pas très utile, on va dire. Donc j'ai vraiment eu cette envie d'accompagner les parents, de soutenir les parents, au début plutôt dans la période périnatale, pendant la grossesse, autour de l'accouchement, etc. Et puis petit à petit, j'ai allongé un petit peu la plage d'âge derrière, mais on va de plus en plus loin. Maintenant, c'est plutôt les 0,6 ans, 0,12 ans, sur d'autres thématiques. Plutôt le sommeil, l'attachement, la gestion des émotions également, qui questionnent aussi beaucoup. On sent que ton approche est profondément ancrée dans la compréhension en fait, du besoin de l'enfant. Donc on va entrer dans le cœur du sujet, celui qui est la thématique d'aujourd'hui, entre tous les autres sujets que tu viens d'évoquer également. Le cœur de notre sujet du jour, c'est le sommeil. On entend beaucoup de parler de consultante en sommeil, notamment sur les réseaux sociaux. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être consultant en sommeil ? Quel est le rôle finalement d'une consultante en sommeil ? Alors effectivement, une consultante en sommeil, déjà c'est pas un médecin. Elle fait pas partie du corps médical, d'accord ? C'est important, c'est plutôt de l'accompagnement parental. On n'est pas sur du médical. Et on va donc accompagner les parents dans la compréhension des besoins de sommeil de leur enfant. Tout ce qui est environnement de sommeil, est-ce que ça lui convient ou pas, comment on peut adapter. Au niveau des rituels, de la mise en place du rythme, essayer de comprendre un petit peu, mon bébé il a besoin de combien d'heures de sommeil, à quel moment, et d'accompagner bien sûr les parents sur les difficultés qu'ils vont rencontrer. Donc plutôt les difficultés de sommeil et pas les troubles du sommeil, où là effectivement ça va être plutôt médical, et en fonction, on va réorienter vers un ORL, vers un gastropédiatre, etc. Donc la consultante en sommeil, elle va vraiment accompagner les parents dans la compréhension des besoins de sommeil. Bien sûr, comme dans n'importe quel métier, il y a un peu de tout.
Il y a des coachs qui vont plutôt avoir une approche dite comportementale, où on va venir donc essayer de modifier le comportement de l'enfant. Par exemple, s'il se réveille la nuit ou qu'il pleure, on va donc agir directement par un renforcement positif ou négatif pour qu'il cesse d'appeler et de se signaler. Et pour le coup, moi, j'ai plutôt une approche dite développementale, où on part plutôt du principe que le sommeil n'est pas un comportement et quelque chose à apprendre, mais vraiment un processus neurobiologique en l'occurrence, et qui va demander du coup du temps, que le cerveau mature, que le système de gestion des émotions puisse aussi accompagner le développement de ce sommeil qui va, in fine, bien sûr, se consolider et se calmer un petit peu, se stabiliser un petit peu. Donc une approche qui m'a intéressée, moi, effectivement, dans l'échange qu'on a aujourd'hui. Tu parlais aussi du fait que les parents sont parfois déconnectés de leur réalité, et je pense que ça fait écho avec ce que tu viens de dire là, à force de peut-être trop lire. Et tu peux recevoir en consultation des parents qui se sentent perdus face aux informations qui sont contradictoires. Qu'est-ce que tu observes là-dessus? Quelle est ton approche par rapport à ces parents qui arrivent un peu déboussolés auprès de toi? Je crois que la quasi-totalité des parents qui viennent me voir sont vraiment perdus. Ils savent plus ce qui est bon de faire, ce qui est moins bon de faire. On leur parle beaucoup de mauvaises habitudes de sommeil. On parle beaucoup d'un enfant qui devrait faire ses nuits très tôt, qui devrait pas trop t'aider la nuit, qui devrait s'endormir seul, etc. Donc effectivement, ils arrivent avec une sorte de pression immense parce que eux, dans leur réalité, ça se passe pas comme ça. Bébé, il a besoin d'aide pour s'endormir, il se réveille la nuit, il boit encore un biberon, il t'aide la nuit régulièrement à X âge. Donc il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de culpabilité. Quand les parents arrivent, c'est vrai que je ressens évidemment ces questions, mais surtout, et ce qui me frappe souvent, c'est cette culpabilité immense. Je n'arrive pas à le faire dormir, j'arrive pas à l'endormir, j'y arrive pas globalement. Et effectivement, cette mauvaise compréhension globale du sommeil et de ce que devrait être le sommeil normal d'un enfant, ça fait en sorte que les parents sont tout perdus. Et du coup, c'est notre rôle aussi de pouvoir leur donner des infos, puis des ressources et des outils pour mieux comprendre et relâcher un peu cette pression. Donc tu apportes une sorte de solution, on le disait, voilà, plutôt axée sur le développement de l'enfant, de la compréhension, du soutien aussi. Avant de parler de ces solutions, peut-être qu'il faut déjà comprendre ce qu'est réellement le sommeil d'un enfant finalement. Donc on va revenir à quelque chose de fondamental. Pourquoi un bébé ou un enfant se réveille-t-il? Alors un enfant ou un bébé se réveille tout simplement parce que c'est un être humain et que les êtres humains sont faits pour se réveiller la nuit. C'est aussi le cas des adultes. On l'oublie beaucoup, mais nous en tant qu'adultes, en tout cas un adulte en bonne santé, on va se réveiller 2 à 6 fois par nuit en moyenne, d'accord ? Par contre, on n'aura pas forcément... Enfin, des réveils spontanés, venant de nous, pas du bébé qui nous réveille, bien sûr. Par contre, on n'aura pas forcément la mémoire et le souvenir de ces réveils. Pour le coup, chez la majorité des adultes, on considère que si le réveil dure moins de 4 minutes et qu'il est spontané, on n'en gardera pas trace, on n'en gardera pas souvenir. Donc c'est pour ça que des fois, on a l'impression, plus ou moins, alors peut-être avant d'avoir des enfants, de pouvoir faire des nuits complètes et parfois on n'a pas cette impression d'être réveillé. Mais si, et heureusement, ces réveils sont vraiment importants, à tout âge d'ailleurs, dans la construction du sommeil et dans la bonne santé globalement. C'est important de pouvoir remonter dans la profondeur du sommeil, revenir un peu à la surface pour s'assurer qu'on a un bon rythme cardiaque, un bon rythme respiratoire, qu'on est en sécurité. Et c'est d'autant plus vrai pour les enfants qui sont des êtres particulièrement vulnérables quand ils arrivent au monde, surtout notre espèce, les Homo sapiens. On arrive vraiment à un stade de maturité qui est assez catastrophique. Pour le coup, un enfant, contrairement à d'autres mammifères, il va pas se mettre debout quelques heures après l'accouchement, il voit très mal, il est pas capable de s'alimenter tout seul, ni de se déplacer tout seul, ni de se sécuriser tout seul. Donc il est vraiment complètement dépendant pendant plusieurs années, si ce n'est vraiment plusieurs décennies presque parfois, mais vraiment au début très très fort dépendant des soins bien sûr, de son entourage et des parents principalement. Donc effectivement, ces réveils, il faut bien comprendre qu'ils sont normaux. Ça faut bien se l'ancrer, même si ça veut pas dire qu'ils sont faciles à vivre. Ça, c'est deux choses différentes. Ils sont physiologiques. Et chez un bébé, ils vont avoir plusieurs fonctions. Ça va être, comme je le disais, pour les adultes, la gestion du rythme cardiaque et respiratoire, une question de développement du sommeil aussi, de consolidation du sommeil. On a moins de sommeil lent profond, en l'occurrence, chez un tout petit qu'un ado de 14 ans qu'un adulte de 25. Et c'est normal. Et on n'a pas le même sommeil non plus à 75 ans, d'ailleurs.
qui est encore plus chaotique que les jeunes enfants. Et effectivement, ça a aussi d'autres fonctions pour la sécurité, bien sûr. Il faut que l'enfant puisse s'assurer qu'il est en sécurité. Ça a aussi une fonction du lien, c'est-à-dire que ces réveils nocturnes, ils permettent aussi de maintenir le lien avec les personnes qui l'entourent, même si, évidemment, à 2h du matin, on aimerait bien se passer parfois, je vous l'accorde, de créer ce lien à ce moment-là. Et puis, ça a d'autres fonctions pour le maintien de la lactation, pour l'alimentation, évidemment, pour avoir une prise de poids qui va être régulière et constante, parce qu'on a un gros cerveau à nourrir, pour le coup. Est-ce qu'il y a une sorte de repère, peut-être par tranche d'âge, du nombre de réveils, qui serait là aussi physiologiques, on va dire normaux, ou plus préoccupants ? Alors, il n'y a pas exactement des chiffres précis. Et si l'enfant rentre pas dans les moyennes que je vais donner, pas d'inquiétude, ça veut pas dire que ça y est, il est foutu et qu'il y a un problème. Déjà, ce qui compte vraiment, c'est effectivement le nombre de réveils, globalement. S'il y a 20 réveils, on peut se douter qu'il y a quand même un problème. Mais parfois, il peut y avoir que 2 réveils, et pourtant il y a un problème aussi. Donc, c'est pas forcément le seul critère. Donc le nombre de réveils peut être un critère, mais on va aussi voir comment se réveille l'enfant. Est-ce qu'il se réveille en hurlant ? Est-ce qu'il semble inconfortable ? Si c'est le cas, on va peut-être creuser. Est-ce qu'il se réveille un peu en pleurnichant, en pleurant si on met quelques secondes à intervenir, mais quand on intervient, il se calme très rapidement et qu'il se rendort globalement dans le quart d'heure ? Ça, c'est plutôt effectivement un réveil normal, physiologique. Par contre, s'il met 45 minutes à se rendormir, il y a forte chance à parier que il y a quelque chose quand même qui le gêne. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Mais globalement, on part du principe que pour les 0-6 mois, on est globalement entre 2 et 8, 9, 10 réveils pour les plus petits. C'est vraiment très régulier. Entre 6 et 12 mois, on va plutôt descendre en moyenne, bien sûr, entre 2 et 5 rappels par nuit. Donc rappel du parent, où l'enfant va avoir besoin d'une assistance, d'une aide extérieure pour s'endormir. Et puis entre 1 et 2 ans, on est plutôt entre 1 et 3 rappels par nuit en moyenne. Et puis après 2 ans, on est plutôt entre 0 et 2-3 rappels par nuit. Ça se tasse généralement, puis c'est plus ponctuel. On va dire période de peur, de cauchemar, acquisition de la continence, début de l'école, etc. Ce que tu dis là, ça peut rassurer certains parents, dont je fais partie, qui ont des enfants de presque 3 ans et qui se réveillent encore effectivement régulièrement la nuit. Et est-ce qu'on réagit justement pareil face à un bébé de 4 mois qui va se réveiller pour téter, avec les besoins que tu évoquais, et justement face à un enfant de 2-3 ans qui va appeler encore la nuit? Est-ce qu'il y a les mêmes besoins derrière ces réveils ? Qu'est-ce qui se cache finalement derrière ces réveils peut-être plus tardifs pour les plus grands ? Alors, il y a effectivement le besoin derrière sera parfois différent. Ça sera probablement pas un besoin alimentaire, en tout cas si tout se passe bien la journée à 3 ans. Par contre, le fondement et le besoin fondamental numéro 1 chez l'être humain, c'est le besoin de sécurité, principalement de sécurité émotionnelle, affective. Donc, que l'enfant ait 3 mois, 6 ans, en fait, il va sûrement avoir besoin d'être sécurisé, d'être réconforté. Il n'a pas besoin qu'on le dispute parce que ça fait 2 fois qu'il se réveille et que nous, on aimerait bien dormir, même si, évidemment, que parfois, il y a des mots qui nous échappent et c'est aussi normal. Mais il va avoir besoin de sécurité, bien souvent. Donc, pour les plus grands, souvent, c'est la gestion émotionnelle qui est encore évidemment immature. Donc, on va réconforter, on va câliner, bien sûr. On peut apporter une présence, on peut rassurer. Il y a beaucoup de peur, encore une fois, chez les plus grands. Peur du noir, peur des monstres, etc. Bien souvent, le besoin qui se cache derrière toutes ces peurs, qui sont parfois un peu saugrenues d'ailleurs, c'est la peur d'être seul, la peur de l'abandon et le besoin du coup de réassurance qui se cache derrière. Donc bien souvent, la première chose, c'est de rassurer. Et après, on va essayer de savoir, est-ce que tu as eu peur de quelque chose ? Est-ce que tu as mal quelque part ? Est-ce que tu veux que maman reste avec toi ? Est-ce que tu vas aller faire pipi ? Enfin voilà, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe derrière. Là encore, c'est vraiment cette approche où on répond en fait à l'enfant, où on va répondre à son besoin. C'est vrai que parfois on entend le fait d'arriver à un certain âge, il faut les laisser pleurer. Moi, je suis pas du tout partisane de ça et c'est ce que j'apprécie dans ton approche. C'est vrai que voilà, quel que soit l'âge, en fait, on répond aux besoins, on essaie de comprendre ce qui se cache derrière. Et ce besoin de sécurité, c'est important du coup de l'expliquer parce qu'il y a beaucoup de visions qui sont erronées où oui, on nous idéalise un petit peu le fait de se dire un enfant à tel âge, il doit dormir. Non, ils sont pas tous faits pareil. Donc c'est important d'avoir cette voix qui vient de toi qui explique que bah oui, finalement, physiologiquement, même quand ils grandissent, il peut y avoir encore des besoins qui persistent. Oui, c'est vraiment important. Et puis, il faut aussi rappeler faut essayer de se mettre aussi à la place de l'enfant. Nous, en tant qu'adultes, on change de job, on a un différend avec notre manager, on n'est pas bien, ça nous tracasse, on a du mal à s'endormir.
Si le coparent, notre partenaire de vie, il nous envoie bouler, globalement, on va pas forcément bien le vivre. Alors que s'il nous demande si on a besoin d'un câlin, si on a besoin d'en parler, de déposer des choses, alors ça va pas solutionner forcément le problème, mais en tout cas, on va quand même beaucoup mieux le vivre. Ouais, c'est besoin de sécuriser, comme tu l'expliques, voilà, sécurité émotionnelle, c'est Mmh. vraiment quelque chose d'important, surtout que leur cerveau, effectivement, est encore moins mature que le nôtre en tant qu'adulte, hein. Un autre, sujet, qui revient aussi, souvent dans les messages de certains parents, notamment concernant les siestes des bébés. Avec une phrase, que j'ai entendue encore récemment: «Mon bébé ne dort que sur moi, est-ce que c'est normal?» Qu'est-ce que tu en penses toi, du coup? Alors évidemment, ça va dépendre de l'âge de l'enfant. À 3 mois, je vais pas répondre la même chose qu'à 3 ans. Mais globalement, il faut bien garder en tête aussi, comme je disais au début, qu'on est avec des tout petits très immatures, d'accord. L'être humain, il est vraiment très prématuré quand il arrive au monde. Et aussi une notion à garder en tête, c'est qu'on reste évidemment des mammifères, ça normalement tout le monde le sait, mais on reste aussi des primates. Même si on a tendance à vouloir être supérieur ou différent, ou, voilà, on reste quand même des primates. Et en l'occurrence, l'humain, l'homo sapiens, c'est un primate porteur. Donc on a ce besoin inné de porter nos petits. Et ils ont aussi du coup les comportements qui vont avec, d'agrippement, de pleurs, le réflexe de Moro. Voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place du côté des bébés et aussi des parents pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et globalement, une phrase que j'aime bien, c'est de dire que l'habitat naturel du nourrisson, ça reste le corps de son parent, principalement de la mère, pas les 2-3 premiers mois, mais pendant les 9 à 18 premiers mois. Donc ce besoin de contact accru, il est particulièrement important les 9 à 18 premiers mois de vie. Après, ça va dépendre bien sûr du tempérament et des besoins individuels de chaque enfant. Il y en a qui ont un tempérament plus cool, on va dire, en tout cas qui demandent moins de ressources parentales et qui sont plus facilement déposables, etc. parfois très tôt, et sans avoir été conditionnés pour le faire, et c'est ok aussi. Mais la majorité des bébés vont avoir besoin de dormir en contact pendant plusieurs mois, et c'est normal. Après, bien sûr, voilà, tout dépend. Est-ce qu'à côté de ça, il va beaucoup pleurer? Est-ce que la croissance va être harmonieuse ou pas? Est-ce que parfois on arrive quand même à le déposer sur son tapis de jeu pour s'éveiller, jouer avec lui ou pas? En fonction des réponses, on va savoir si c'est tout à fait normal et physiologique ou s'il y a quand même un inconfort ou une gêne quelque part. On sent que la présence de l'adulte est effectivement essentielle, pour les tout petits. On sent aussi qu'il y a plusieurs facteurs bien à prendre en considération les uns par rapport aux autres et pas juste se baser sur un seul fait. Et on le disait juste avant, mais ce qui est vraiment frappant, c'est quand même que beaucoup d'angoisses viennent aussi de phrases qui sont un peu toutes faites. Il y a beaucoup de mythes, autour du sommeil, on en avait bien parlé, toutes les 2. Toi, quelles sont les idées, reçues les plus fréquentes autour du sommeil que tu peux entendre et qui seraient intéressantes d'évoquer aujourd'hui pour balayer un petit peu, toutes ces idées, fausses qu'on peut entendre, à ce sujet? Oh, il y en a beaucoup, des idées reçues. Celle que je croise le plus, évidemment, c'est qu'un enfant devrait, en tout cas qu'on devrait lui apprendre à dormir seul pour qu'il ait un bon sommeil. Alors que non, il faut lui apprendre qu'il est en sécurité pour avoir un bon sommeil. Et ça passe pas forcément par la séparation. Ça passe rarement, d'ailleurs, par la séparation. Donc, en fait, c'est toute la définition de qu'est-ce qu'un bon sommeil aussi chez le bébé qui est à revoir aussi dans notre pays. Le sommeil d'un bébé, c'est pas un sommeil dans le noir, très profond, sans bruit, qui s'endort seul, etc. Ça peut être aussi une sieste en portage, ça peut être une sieste en poussette pendant qu'on va faire le marché. Et c'est un très bon sommeil, il est tout aussi bien et récupérateur que le sommeil fait dans une chambre dans le noir, tout seul, quoi. Donc le premier mythe, c'est effectivement qu'on devrait lui apprendre à dormir seul, ce qui est évidemment totalement faux et encore heureux, que ça serait quand même assez pénible. Et puis il y a aussi le fait que l'enfant devrait plus boire la nuit dès qu'il fait 6 kilos, 5 kilos, 6 mois, 4 mois, bon, on entend un peu tout. Donc ça aussi, c'est une idée reçue à se sortir de la tête, surtout, encore plus, tant que la diversification est encore pas stabilisée, encore pas bien installée, donc globalement, les 6 à 12 premiers mois, voilà, c'est vraiment pas en place. Donc penser à supprimer parfois de manière brutale les apports de nuit, c'est pas forcément une bonne idée, et parfois on voit des situations assez catastrophiques liées à ce genre de conseil, si on peut appeler ça un conseil. Donc ça c'est une première chose, et puis aussi qu'un enfant devrait pas s'endormir au sein, sinon il sera jamais autonome, qu'on ne devrait pas l'endormir à bras parce qu'il sera jamais autonome. Tout ça c'est vraiment des idées encore bien ancrées dans notre pays. C'est vrai, et quand tu dis tout ça, ça me fait penser justement à l'endormissement, autonome, c'est un sujet phare qu'on entend depuis plusieurs années.
Et on entend effectivement souvent, voilà, s'il ne s'endort pas seul, il saura jamais le faire. Toi, tu dis que l'endormissement autonome, c'est un terme marketing. Je veux bien que tu nous en parles pour balayer aussi toutes les injonctions qu'on peut avoir autour de ce sujet-là. Ouais, bien sûr. Parce que voilà, on entend aussi le fait de dire si mon enfant s'endort dans les bras et est déposé ensuite, il sera perdu entre 2 cycles de réveil. Voilà, je veux bien ton avis sur tous ces sujets qui, je pense, peuvent polluer quand même beaucoup de parents sur les injonctions qu'ils se mettent eux-mêmes à vouloir endormir leur enfant tout seul. Oui. Alors c'est vrai que le terme d'endormissement autonome, il est apparu globalement entre 2005 et 2015. Donc c'est un terme plutôt marketing pour le coup. En fait, ce terme, il a été rebrandé. Donc c'est-à-dire que les termes ont été changés donc assez récemment. Avant, on parlait de méthode de conditionnement au sommeil ou de méthode d'extinction au sommeil. Dans les années 80, 90, 2000, on entendait ça. Et c'est vrai que vers les années 2000, les parents ont commencé à se questionner et à s'intéresser à la santé mentale et au bien-être des nourrissons. Ce qui est plutôt une bonne chose, hein, une bonne évolution pour le coup. Même dans les années 90, on pensait que les bébés ne ressentaient pas la douleur, que c'était, je cite, que des tubes digestifs. Donc, il n'y avait pas du tout cette notion d'accompagnement au sommeil ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà, il y a ces méthodes d'extinction, c'est-à-dire déposer le bébé dans son lit pour qu'il s'endorme seul, revenir après 1 minute, 5 minutes, 10 minutes de pleurs pour le rassurer, mais pas trop longtemps avant de le redéposer, etc. C'est des choses qui sont depuis les années 50, 80, 2000. Et dans les années 2000, 2010, les parents ont commencé à rejeter ces méthodes. Parce qu'elles étaient dites brutales, difficiles à mettre en place, etc. Méthode d'extinction du sommeil, c'est vachement moche quand même, hein, comme terme. Et du coup, effectivement, on a vu ce nouveau terme, là, d'endormissement autonome, être collé, évidemment, sur les mêmes méthodes, hein, c'est exactement les mêmes méthodes derrière, mais ça passe beaucoup mieux, en fait. Et puis, en tant que mère, je le pense aussi, hein, endormissement autonome, c'est vachement plus sexy que méthode d'extinction au sommeil, quoi. On a l'impression que c'est carrément plus doux, on a l'impression que c'est bien pour notre bébé parce que comme tout parent, on veut qu'il soit à terme autonome. On veut pas entraver son développement, hein, n'est-ce pas? Donc effectivement, on va plus facilement être tenté par ces méthodes-là qui parfois sont vendues évidemment très cher. Donc ce terme d'endormissement autonome, on devrait plutôt parler d'endormissement solitaire. Parce que pour le coup, un enfant de 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois qui s'endort seul, il s'endort pas de manière autonome. Enfin, il n'est pas autonome dans son sommeil. Hein. Il n'a pas du tout la maturité neurologique ni la maturité émotionnelle pour parler d'autonomie au sommeil. Par contre, il s'endort seul, c'est un fait. Pour le coup, ces méthodes de conditionnement, elles ont un même objectif, c'est des méthodes comportementales pour le coup. Elles veulent donc modifier le comportement de l'enfant, c'est-à-dire modifier l'appel, en l'occurrence les pleurs, les réveils nocturnes où l'enfant va rappeler son parent. Donc le but de ces méthodes, c'est de conditionner le nourrisson à cesser son signal, d'où l'ancien terme méthode d'extinction, extinction du signal envoyé de l'enfant aux parents, pour qu'il cesse tout simplement d'appeler son parent. Mais il apprend pas à mieux dormir. Les études sont assez franches là-dessus. Il ne dort pas mieux, il dort pas plus longtemps, son sommeil est pas plus profond, il se réveille pas moins souvent. C'est juste qu'il ne va pas rappeler son parent pour répondre à ses besoins nocturnes, d'alimentation, de réassurance, etc. Donc évidemment, quand on sait tout ça, on peut difficilement être pour ces méthodes-là, pour le coup, qui peuvent impacter évidemment la qualité de sommeil de l'enfant, mais surtout globalement sa sécurité émotionnelle et affective. Et puis évidemment la relation de confiance qu'il peut y avoir avec le parent. Donc effectivement ces méthodes elles sont encore une fois très marketing, elles conviennent évidemment parfois à certaines familles, mais c'est loin d'être une norme et ça ne devrait pas être un objectif, une étape indispensable presque à en entendre parfois pour bien dormir, parce que c'est pas le cas du tout. Oui, parce que parfois, c'est assimilé à une étape du développement de l'enfant. À partir de tel mois, on peut commencer l'endormissement autonome en étant à côté, mais du coup, et ça, je veux vraiment l'évoquer parce qu'on en a parlé et ça m'a vraiment marqué. Le fait de se dire, on pense en tant que parent, peut-être qu'en faisant ça, on est à côté, on va pas prendre notre bébé dans les bras, même s'il en a besoin finalement. On peut peut-être avoir la main sur lui pour le rassurer. Mais en fait, c'est pire et c'est ce que tu m'avais dit et c'est vraiment quelque chose de marquant qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant, en fait, il a besoin, il voit le parent qui est là, mais en fait, le parent va pas répondre à son besoin, donc on casse quelque chose et derrière, comme tu dis, l'enfant ne va finalement, plus rappeler, mais pas parce qu'il en a plus besoin, mais parce qu'il se rend compte que son parent ne sera pas là pour répondre à son besoin. Donc on casse vraiment quelque chose, qui va par la suite construire l'adulte qu'il sera aussi. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi de revenir sur cet élément-là, avec ton approche justement développementale et pas comportementale.
Pour le coup, tu l'as très justement bien expliqué. Effectivement, c'est très perturbant pour un bébé, dès les premiers mois de vie, les premières semaines de vie, d'avoir sa figure de confiance à côté et que celle-ci soit, alors, dite défaillante, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas efficacement aux besoins et au signal envoyé par l'enfant. Et en fait, à ce moment-là, on parle de dysynchronie parent-enfant. C'est-à-dire que la synchronisation des besoins, c'est-à-dire l'enfant qui va activer son système d'attachement par les pleurs, par un appel, par quelque chose, et le parent qui va activer son système de donneur de soins pour répondre aux besoins de l'enfant, cette sensibilité parentale, en fait, elle est perturbée, et du coup, cette synchronie parent-enfant se fait plus bien, en fait, parce que du coup, le parent ne répond plus aux besoins de l'enfant, en tout cas, aux besoins d'être pris dans les bras, d'être mis au sein, etc. Et parfois, c'est parce que le parent en peut plus, et c'est ok aussi, bien sûr. Mais voilà, quand c'est vraiment, on a l'impression qu'il faut passer par là pour lui apprendre à bien dormir, là, on n'est plus dans le vrai, on n'est plus dans le juste. Oui, oui, il y a une nuance effectivement, parce qu'on l'a déjà dit et c'est important, un parent qui du coup, voilà, sent qu'il est sur le point de craquer, il vaut mieux qu'il laisse son bébé quelques minutes parce que là, c'est une question de sécurité, pour Oui, les bien 2. sûr. Mais c'est si c'est récurrent et finalement, il y a cette envie et ce besoin de dire: «Oui, on est à l'étape où l'enfant doit s'endormir». C'est le fait de devoir, en fait. C'est là, la nuance, en fait, entre, un court instant, là, j'ai besoin de souffler 2 minutes, donc je vais laisser mon enfant en sécurité dans son lit pour souffler et le fait de dire: «J'inculque, j'éduque, en fait, mon enfant à s'endormir de manière autonome», alors qu'en fait, c'est une souffrance pour l'enfant puisque tu le disais, en plus, il y a des enfants qui, d'eux-mêmes, vont réussir à s'endormir plus rapidement. Mais c'est que chacun est encore une fois différent, il y a du sur-mesure dans tout ça. Et justement, par rapport au fait de se dire si mon enfant s'endort dans mes bras et que je le dépose ensuite, ce que tu disais là, c'est que finalement, ça va pas changer en fait le fait que l'enfant va plus facilement ou moins facilement enchaîner ses cycles de sommeil. C'est pas parce qu'il va s'endormir dans les bras et il se réveille finalement sans la présence du parent que c'est cette séparation-là finalement qui engendre le réveil ou les pleurs. Ça n'a rien à voir. Ah non, alors ça aussi c'est un mythe, heureusement, enfin en tout cas j'ai l'impression de l'entendre de moins en moins, mais c'est peut-être juste une impression. Ah, il y a une époque on entendait beaucoup un enfant doit se rendormir comme il s'est endormi. Et du coup si tu l'as endormi au sein, à bras, sur toi, évidemment qu'il va avoir besoin de ça la nuit. Alors ça c'est totalement faux, ça c'est juste pour encore mieux vendre les méthodes d'endormissement solitaire. Pour le coup ça n'a strictement rien à voir. Ce qui va vraiment compter pour l'enfant, c'est ce qu'on appelle la sensibilité parentale, encore une fois, et la réponse parentale. C'est-à-dire que si l'enfant se réveille, et il va se réveiller, c'est physiologique, ce qui va compter, c'est que le parent puisse venir, si lui en a besoin, en exprime le besoin. Mais après qu'il soit, enfin, je veux dire, il y a des parents et des mères que je rencontre, elles osent pas déposer bébé, donc elles le gardent sur elles pendant toute la sieste. Bah, il va quand même se réveiller et pleurer parce que voilà, il est pas confortable, parce qu'il a besoin de sentir que sa maman est là alors qu'elle est déjà là, mais voilà, que ça soit plus franc. Et pourtant, il est dans les mêmes conditions, donc ça n'a pas grand sens. Puis tous les enfants qui s'endorment en poussette, encore heureux, ou en voiture le soir, encore heureux qu'il faut pas ressortir la poussette à 2h, 6h, 7h du matin pour le rendormir. Ça serait quand même vachement pénible. Donc non, un enfant se réveille la nuit et appelle son parent parce qu'il en a besoin. Point barre. Mais c'est pas du tout parce qu'on l'a endormi au bras, au sein, etc. D'ailleurs, la majorité des enfants que je rencontre qui s'endorment de manière solitaire se réveillent quand même et ont besoin des parents la nuit. Donc ça n'aurait pas grand sens. Donc non, ça on s'enlève ça de la tête. Et encore une fois, tant que ça convient à notre bébé et tant que il s'endort bien au sein, dans les bras, comme on veut, dans notre lit, dans le sien, peu importe, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on peut évidemment, et heureusement, très bien, après les premiers mois surtout, pouvoir l'endormir au sein, à bras, etc. Et le déposer dans son berceau cododo, dans sa poussette, dans notre lit, peu importe ce qui est sécuritaire à ce moment-là, et qui puisse terminer ses 20-30 minutes de sieste ou plus. Et puis parfois, il va, au bout de 20 minutes, se réveiller, on va y aller, on va faire une petite caresse, on va le remettre au sein et il va repartir aussi. Important de lever le voile sur ces mythes et tu faisais aussi le parallèle finalement avec, nos propres habitudes de sommeil en tant qu'adultes, en lien avec, ces réveils. Est-ce que tu peux développer peut-être ce point-là? Le parallèle, voilà, entre, ce qui est frappant chez les enfants, de se dire qu'un enfant va se réveiller dans ses cycles et il va peut-être avoir ce besoin-là, au même titre que nous, en tant qu'adultes, on a aussi d'autres besoins quand on se réveille la nuit? Alors déjà, une chose importante à garder en tête, c'est que on parle beaucoup d'endormissement autonome, solitaire, pour les enfants, alors que la quasi-totalité des adultes, enfin selon les études, c'est 70 à 94% des adultes, ne s'endorment pas de manière autonome. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait entendre pour un enfant. Parce que les adultes, ils vont s'endormir quand le partenaire est à côté, avec le chat, avec le chien, avec leur bébé, avec le podcast, avec la télé en fond, avec les bruits blancs.
avec des médicaments aussi, après avoir scrollé 30 minutes sur le téléphone et être tombé de fatigue. Bref, on a chacun nos rituels aussi en tant qu'adulte, et c'est pareil pour les enfants, on a les mêmes besoins. Et puis la nuit, il y a encore beaucoup d'adultes qui se réveillent soit pour juste se recoller à leur partenaire, ou au chat, au chien, il y en a aussi beaucoup, pour aller faire pipi, pour aller manger un petit bout la nuit. Voilà, on a tous des besoins différents aussi à ce moment-là la nuit. Et pour cette question d'endormissement aussi, où on pourrait paniquer si on se réveille pas dans les mêmes conditions, j'aime bien prendre l'image par exemple de un couple qui dormirait et qui s'endormirait ensemble, collés l'un à l'autre, et puis le matin on se réveille à 4h30 et on réalise que le partenaire n'est plus là. Évidemment, si c'est inédit et que c'est la première fois, on peut se questionner et on risque de paniquer un peu. Mais si on sait que c'est parce que notre partenaire il est boulanger et qu'il s'est réveillé à 4h du mat pour aller bosser, évidemment qu'on le sait, on est dans les mêmes conditions, on va se rendormir sans difficulté. Pour un enfant, c'est pareil. S'il sait qu'effectivement, il s'est endormi dans les bras, comme d'hab, et qu'il va se réveiller dans son lit au sol, dans sa chambre, et que voilà, il ouvre les yeux, il y a sa tétine à côté, son doudou, qu'il est dans une pièce qu'il connaît, il va pas paniquer plus que ça. Et puis, s'il a besoin de quelque chose, ce qui va compter, encore une fois, c'est s'il appelle, que le parent puisse intervenir relativement rapidement. Très intéressant tout ça. Il y a aussi donc un autre sujet qui cristallise et que tu as évoqué juste avant, c'est ce cododo. Pourquoi c'est un sujet si clivant en fait et quelle est ta position toi sur ce point? Alors ça m'étonne toujours de voir à quel point en France on a du mal avec cette notion de cododo avec les enfants, et uniquement avec les enfants en fait. C'est-à-dire que en France, je crois que 50 à 60% des propriétaires d'animaux de compagnie disent qu'ils dorment mieux en cododo avec leur animal de compagnie. On est beaucoup à apprécier dormir en cododo avec notre partenaire, hormis s'il ronfle, je vous l'accorde. Mais bon, voilà, c'est souvent quand même quelque chose de confortable, qui est plutôt rassurant. Et par contre, quand c'est un enfant, non, ça devient problématique. Ça, c'est très culturel. Il y a en Occident que dans quelques pays qu'on voit ça. Et pour le coup, le cododo, la peur aussi qu'on a parfois, c'est que ça pourrait freiner l'autonomie de l'enfant. Et pourtant, les études expriment le contraire. C'est-à-dire que les études sont assez franches là-dessus. Ça n'entrave en rien le développement de l'enfant. Et au contraire, dormir avec son enfant, donc dans la même chambre, dans un lit annexe ou dans le même lit, peu importe, si c'est sécuritaire, ça va améliorer à court terme, moyen terme, la qualité de sommeil de l'enfant. Ça aide un petit peu à la mise en place du rythme circadien, etc. Pour les tout petits, ça aide à la régulation des rythmes physiologiques, respiratoires, cardiaques, etc. Et puis à terme, effectivement, on constate que les enfants qui ont fait un cododo relativement long, c'est-à-dire bien souvent après 6 mois en France, ce qui est relativement court à l'échelle mondiale, mais ça c'est autre chose, vont avoir des capacités de régulation émotionnelle et d'autorégulation émotionnelle à terme qui vont être un peu meilleurs que ceux qui ont dormi seuls à distance dans une pièce sans frères et sœurs et sans parents. Donc vraiment ce cododo, évidemment je suis pour, à condition évidemment comme toujours que ça puisse convenir à l'équilibre de la famille et aussi bien sûr que ça puisse se faire en toute sécurité, mais le cododo n'est pas un mode de couchage qui est plus dangereux qu'un enfant qui dormirait seul dans son lit. Si on respecte toutes les consignes de sécurité, si bien sûr on fait attention à tous les facteurs de risque, par exemple un parent qui serait en dépression, qui aurait un trouble du sommeil grave, qui aurait un traitement particulier, qui serait alcoolisé bien sûr, ou le tabagisme passif. Enfin, voilà, il y a plein de choses, la prématurité, la grande prématurité pour les enfants, etc. Il y a plein de facteurs de risque à prendre en compte, et c'est pour ça que c'est important d'en discuter avec son professionnel de santé pour savoir comment on va pouvoir mettre en place un cododo de manière sécuritaire, mais dans les bonnes conditions de sécurité, on a le même facteur de risque de mort subite du nourrisson qu'un enfant qui dormirait dans son lit, voire même, effectivement, on a un peu plus de protection avec un cododo qu'un enfant qui dormirait seul, et c'est d'ailleurs pour ça que l'OMS et d'autres organismes de santé recommandent un cododo dans la même pièce, idéalement dans un lit annexe, accolé au lit parental par exemple, jusqu'à au moins 6 mois. Et c'est pas jusqu'à 6 mois et après ça devient problématique, c'est jusqu'à au moins 6 mois et plus, si ça convient bien sûr à la famille. Ce qu'on ressent là encore une fois, voilà, c'est que finalement les peurs qui peuvent être mises en place en se disant bah, s'il reste trop longtemps avec nous, etc., ou si je réponds trop à ses appels la nuit, bah, je vais créer une dépendance. Mais on voit que c'est l'inverse dans ce que tu dis, c'est qu'en fait on sécurise au départ. Moi, je vais refaire le lien avec mon histoire de période d'essai dans les entreprises. Comme je suis RH, j'ai un peu la déformation professionnelle, mais
Quand on arrive dans une entreprise, des fois, on se dit l'intégration, ça va nous prendre du temps. Oui, mais au final, en fait, de bien intégrer un collaborateur dans une entreprise, ça va prendre du temps, ça va certainement coûter un peu d'argent aux entreprises. Mais au final, c'est un collaborateur qui sera encore plus autonome par la suite. Bah là, c'est un peu pareil avec les enfants. Si on prend le temps au début de bien répondre à ses besoins, on va pas créer de dépendance, on va justement leur permettre d'acquérir cette autonomie dont on parle tant, qu'on recherche tant, et sous couvert de bienveillance, parce que comme tu le disais, on cherche tous à ce que nos enfants par la suite soient épanouis, autonomes et pas ultra dépendants de nous-mêmes. Mais sauf que finalement, à vouloir les rendre autonomes trop vite, bah c'est là où on crée des défaillances par la suite, alors qu'en répondant à leurs besoins, on crée cette sécurité émotionnelle, cette sécurité identitaire même aussi, parce que du coup, ils arrivent à identifier leur figure d'attachement. Et derrière, bah, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'ouvrir finalement au monde. Et justement, par rapport à ça, sans transition sur la partie figure d'attachement, un moment où toutes ces questions peuvent justement devenir encore plus sensibles, c'est justement la séparation. Comment est-ce qu'on peut préparer ou accompagner en douceur une séparation quand un bébé a besoin justement du sein ou du contact pour s'endormir? Qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple à une maman qui reprend le travail dans un mois ou un peu plus et dont l'enfant s'endort qu'avec elle? Parce que j'imagine, pour l'avoir vécu aussi, ça peut créer des angoisses de se dire, bah voilà, on arrive à l'échéance, mon bébé est tellement dépendant de moi, comment j'anticipe tout ça? Alors ça, il y a beaucoup de questions derrière cette question du début de mode de garde. Évidemment qu'en France, avec en tout cas notre politique périnatale actuelle, il y a un congé maternité de 3 mois et demi à peine, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué de pouvoir... Enfin, on peut pas. Dans les faits, soyons francs, on peut pas maintenir le lien quand on doit reprendre le travail 8 heures par jour, c'est compliqué. Donc effectivement, déjà la première chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de préparer l'enfant en amont et de se dire on va mettre en place des séparations et des mises à distance à la maison en arrêtant l'endormissement au sein, en le basculant dans sa chambre, en mettant en place un endormissement solitaire, etc. pour que ça soit plus facile derrière, parce que c'est faux et c'est carrément l'inverse. Il vaut mieux continuer à sécuriser au max à la maison, autant que possible, à éviter justement trop de changements dans le quotidien, on évite de changer les rituels, la chambre, etc. à ce moment-là. Au contraire, on mise tout sur la sécurité affective à la maison. Et ce qui va bien jouer aussi, c'est ce qu'on appelle la période de familiarisation, aussi avec le début d'un mode de garde. Évidemment, normalement, c'est proposé, mais c'est pas toujours le cas, donc n'hésitez pas à insister aussi en tant que parent. On essaie d'avoir une période de familiarisation assez longue. Bon, évidemment, à 18 mois, ça peut être beaucoup plus court qu'à 3-4 mois aussi. Puis ça dépend du tempérament, des besoins de l'enfant, de l'équipe. Dans une crèche avec 30 berceaux, ça va pas être comme dans une MAM avec 4 enfants, etc. Mais... Donc on va avoir une période de familiarisation assez longue pour justement mettre en place des séparations qui vont être assez progressives. C'est-à-dire qu'au début, les premiers jours, le parent va rester la totalité du temps de garde avec l'enfant et il va jouer, montrer l'environnement, échanger aussi, ça c'est très important, échanger avec les autres figures d'attachement, leur parler, rigoler, avoir un regard sur les autres enfants, etc. pour que notre bébé puisse nous observer, échanger avec cette personne de manière positive. Donc il va se dire, ah ok, maman elle parle avec cette dame là-bas, ça a l'air de bien se passer, tout va bien. Et puis l'étape d'après, ça va être effectivement que l'autre personne, l'autre figure, joue avec l'enfant, le regarde, parle avec lui, le câline, le prenne dans les bras, etc. pendant que le parent est encore là. Comme ça, l'enfant il va se dire, ok, là la personne me parle, elle vient de me tendre un cube, si j'ai un petit coup de stress, je regarde mon parent m'encourage, me dit oui vas-y tu peux y aller, ok, c'est bon, je vais pouvoir effectivement m'ouvrir à cette nouvelle figure d'attachement. Évidemment, ça se fait de manière inconsciente, du côté du bébé. Là, je vulgarise pour vraiment qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe, mais c'est évidemment inconscient. Et en fait, l'objectif, c'est que l'enfant puisse s'attacher et créer du lien avec une figure secondaire avant que sa figure initiale disparaisse et ne soit pas là. Et puis progressivement, on va avoir peut-être des temps de séparation qui vont être courts. Admettons, la maman vient 30 minutes sur 1 heure de garde et les autres 30 minutes, et ben la maman elle dit qu'elle va à la boulangerie chercher du pain, qu'elle revient, que l'enfant est en sécurité, l'enfant continue de jouer avec la personne avec qui il joue déjà depuis une petite semaine et qui connaît déjà, il commence à la connaître un petit peu. On va déjà faire ça sur un temps d'éveil, et puis après on va peut-être inclure un temps de repas sans le parent, et puis enfin on va inclure un temps d'endormissement pour une sieste sans le parent, et puis après une deuxième sieste. Enfin voilà, on y va vraiment progressivement. Dans beaucoup de pays nordiques, surtout, on a des périodes de familiarisation qui durent 1 à 2 mois à peu près.
Et ils estiment que c'est vraiment nécessaire d'avoir cette période qui soit vraiment longue, progressive, etc. à se mettre en place. En France, c'est plus délicat, pour plein d'aspects. Déjà, je suis pas sûre qu'un employeur soit prêt à avoir un employé qui est là que de temps en temps pendant 1-2 mois parce que le matin, il est à la crèche et puis l'après-midi, il est à la maison. Enfin, voilà, c'est compliqué à mettre en place. Et puis la plupart des crèches ou des assistantes maternelles sont pas forcément formées ni ouvertes ou n'ont pas la possibilité de mettre ça en place. Donc ça a discuté. Et puis après, on peut peut-être essayer aussi de se dire, on essaie de faire ça sur 1 semaine, 10 jours comme c'est proposé. Et si on voit que notre bébé a besoin d'un peu plus, on essaie de grappiller quelques jours supplémentaires, par exemple. Mais cette séparation, voilà, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas besoin de la forcer, il n'y a pas besoin de l'anticiper à outrance à la maison. Au contraire, on mise tout sur la sécurité affective. Et puis on peut, pourquoi pas aussi, au début d'un mode de garde, on transmet les rituels qu'on a à la maison, on transmet les habitudes d'endormissement, on transmet le rythme ou le semblant de rythme qui commence à se mettre en place pour aider, aiguiller les professionnels. Après, ils prennent pas, ça c'est eux qui voient en fonction de comment ça se passe. Et puis on peut laisser, pourquoi pas, un petit doudou, un t-shirt avec l'odeur du parent pour que l'enfant puisse se raccrocher et avoir un petit point de repère olfactif, bien souvent, qui lui rappelle un petit peu son parent. Mais idéalement, on construit quand même une figure d'attachement solide avec un adulte de confiance. On va pas se rattacher uniquement avec un doudou, évidemment. Quelque chose de progressif, idéalement, comme tu le disais, hein, le système aujourd'hui, en France, ne permet pas forcément ça. Si on reprend le travail tout de suite après le congé maternité, ça voudrait dire anticiper bien trop tôt et le bébé sera encore bien trop petit pour se familiariser. Ou après, effectivement, c'est pas compatible avec un emploi. Mais du coup, ce que tu dis là aussi, c'est que peut-être qu'un enfant, finalement, en mettant en place cette progression dans la mise en place d'une nouvelle figure d'attachement, ça lui permettra peut-être d'avoir 2 manières de procéder, peut-être moins besoin de s'endormir dans les bras de la deuxième figure d'attachement quand il est gardé, mais garder finalement tous ces rituels-là pour la maison. Complètement, oui, ça c'est aussi important à garder en tête. En fonction des figures d'attachement, est-ce qu'elles vont être plutôt primaires, plutôt secondaires, ou encore plus éloignées, l'enfant ne va pas exprimer les mêmes besoins, encore heureux d'ailleurs. Donc bien souvent, un enfant va s'endormir très en contact ou au sein avec la mère à la maison, avec le papa aussi, le coparent, mais ça sera pas forcément le cas à la crèche. Déjà parce que ça se fait plus trop d'avoir des nourrices à la crèche pour donner le sein. En tout cas, c'est tout à fait d'époque, même si ça se fait encore dans certaines cultures. En tout cas, en France, c'est assez peu courant. Et effectivement, l'enfant, il va pas forcément exprimer le même besoin de contact et de réassurance avec des figures dites secondaires. Je prends un exemple pour projeter un petit peu ça sur une vie d'adulte. C'est pas tout à fait correct, hein, mais c'est pour donner une aperçu. J'imagine bien que celles qui nous écoutent, en tant que maman, elles sont, et en tant que femme, elles sont plus à même à être câlines, tactiles avec leur partenaire de vie qu'avec leur collègue de travail ou le boulanger qu'elles voient tous les matins. Pourtant, le collègue, parfois, elle le voit bien plus en termes d'heures que leur partenaire de vie. Évidemment, les besoins vont pas s'exprimer de la même manière. Pourtant, il y a aussi besoin d'avoir une relation de confiance, une relation sereine, sécurisante avec normalement nos collègues de travail, hein, c'est quand même plus sympa. Mais évidemment, le besoin de sécurité va pas passer par du contact physique, enfin normalement. Voilà, ça va être des choses évidemment bien différentes. Donc avec les bébés, c'est pareil. Parfois, on a des endormissements très en contact avec le sein et uniquement au sein à la maison. Et en fait, à la crèche, très vite, les professionnels disent nous, on le berce un peu, puis après, on le dépose sur son tapis dans la pièce de vie ou dans le dortoir, et il s'endort très bien. Et les parents sont toujours très surpris de se dire, attends, mais pourquoi il s'endort seul à la crèche alors que nous, on galère pendant 30 minutes au sein ou en le berçant? C'est normal, vous faites rien de travers. C'est juste, c'est pas le même lien d'attachement, donc c'est pas les mêmes besoins qui s'expriment. Et c'est très important aussi de pouvoir répondre à ces besoins différents et de s'adapter autant que possible à ces signaux-là. C'est important de comprendre tout ce fonctionnement. Et on évoquait justement les rituels, parfois du coup dans un quotidien qui est assez intense et qu'on vit tous. On parle notamment du tunnel du soir, toutes ces choses-là. Les rituels prennent une place assez importante et particulière. Pourquoi ces rituels du coucher sont si importants? Quels sont peut-être les leviers qu'on peut trouver pour apaiser le sommeil? On a parlé beaucoup de l'endormissement autonome avant, mais là du coup peut-être les solutions beaucoup plus axées sur le développement, sur tout ce qui est un peu l'essence de ce que tu évoques au quotidien. Alors c'est vrai que le rituel d'endormissement et les rituels dans
d'autres facteurs de vie, le matin avant d'aller à l'école ou avant d'aller chez nous, le petit rituel avant de passer à table, on va se laver les mains, on aide à mettre la table, etc. Tous ces petits rituels sont importants, tout simplement parce que quand on a un rituel en place, on sait ce qui va se passer. Donc ça nous permet d'anticiper, et ce sentiment d'anticipation nous permet de nous sécuriser. On en revient, c'est un peu le cercle, on en revient à ce besoin de sécurité en fait, lié au sommeil. Il faut bien comprendre que lâcher prise pour s'endormir, c'est difficile, surtout pour un tout petit, parce que ça fait peur, parce que c'est un moment de séparation au sommeil. Et qu'un nouveau-né, un jeune enfant, les séparations, voilà, c'est pas trop son truc. Et c'est normal, il faut le temps aussi qu'il se développe. Mais le sommeil, c'est un temps de séparation. Donc on a besoin de beaucoup de sécurité. On a besoin de savoir qu'on va être en sécurité pour s'endormir correctement, de réguler notre système nerveux. Donc ça va passer par des rituels qui vont être adaptés à l'âge, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup changer au début, puis après qu'ils vont se stabiliser un peu. Et puis on va y aller tout progressivement, on va peut-être baisser l'intensité lumineuse, on va parler plus doucement, on va se mettre à chuchoter, même si l'enfant gigote, crie, saute partout, nous en tant qu'adultes, on essaie de baisser d'un ton, parce que de toute façon plus on crie, moins ça écoute, donc autant se mettre à chuchoter. Moi j'aime bien dire, surtout pour les enfants un peu plus grands, 18, 24 mois et plus, qui sont parfois très agités le soir. Plus votre enfant est agité, plus faut que vous soyez calme. Et plus il parle fort, plus que vous en tant qu'adulte, faut parler doucement. Et en fait les enfants vont se caler aussi sur cette sérénité-là. Ce qui est pas toujours évident après une journée de travail, ça je vous l'accorde aussi. Donc on essaie de baisser et de calmer un petit peu l'environnement. Donc peut-être avant le repas du soir, admettons, on peut faire un temps de fête, on met la musique, pendant qu'on prépare le repas, si l'enfant veut pas participer à la préparation du repas ou qu'il en a pas l'âge, on va jouer, on va s'éveiller, on va être très actif. Le repas c'est aussi un moment bien sûr en famille, plutôt actif, etc. Et puis après le repas, on va avoir un petit temps de retour au calme. On va, en fonction de l'âge, proposer un temps dans les bras, au sein, sur un petit tapis d'éveil au salon pour jouer mais plus calmement, avec moins d'intensité lumineuse. On va mettre une petite musique douce. Pour les plus grands, on peut faire un petit jeu de société en famille, un petit peu de méditation, de yoga par enfant, ce qui fonctionne pour nous. Et puis après, on va dans la chambre, bien sûr, dans la nôtre, dans la sienne, peu importe. Et on continue à rester calme, à parler doucement. On fait très attention à la lumière de la chambre, parce que si on a fait très attention tout le soir, et puis on rentre dans la chambre, on met la grosse lumière, et puis allez hop, mise en pyjama, faut aller dormir, ça casse tout. Donc on essaie de faire attention, pareil dans la salle de bain, on passe aux toilettes, on fait le temps de soin, et après on va faire le temps de connexion, de réassurance, dans l'environnement de sommeil, où là on mise tout sur la sécurité affective, un livre, pourquoi pas, surtout pour les 15-18 mois et plus, c'est très sympa. Mais un livre qui fait pas peur, qui est pas trop excitant non plus, sur l'amour par enfant, sur le sommeil, sur des choses très douces. Et puis après, c'est câlin à gogo. C'est on éteint la lumière pour une dernière tétée ou une dernière petite histoire dans le noir, par exemple. Et on l'accompagne au sommeil autant que nécessaire. Bien sûr, si le rituel et l'endormissement va prendre 20-30 minutes, le soir c'est parfait. Souvent pour les siestes c'est un petit peu plus court, mais le soir on peut prendre souvent un peu plus le temps. Par contre si le coucher il dure 1h30, le problème c'est pas le rituel. Bon, hormis si vous lui mettez un téléphone dans les mains et la lumière dans la figure bien sûr. Mais bien souvent il y a d'autres leviers. Et dans ces cas-là c'est pas la présence ni l'accompagnement du parent le problème. Si l'endormissement est long ou très agité ou très compliqué, ça va être d'autres leviers qu'on va venir mettre en place sur le rythme, sur la qualité des rituels, etc. Mais on va pas ajouter de séparation à ce moment-là, au contraire. Donc la régularité, l'environnement qui est important, des repères connus, parce que voilà, on a besoin effectivement dans ce que tu dis là, d'avoir cette répétition en fait à travers les jours, les rituels en eux-mêmes, et cette notion de sécurité affective qui ressort là encore. À travers les échanges qu'on a eus là, tu as évoqué à plusieurs reprises d'autres cultures. Donc toi, effectivement, au-delà de l'accompagnement individuel, tu es présente et active sur les réseaux sociaux. Donc comme tu l'as dit, tu as aussi choisi d'écrire des livres. 2 livres. Donc le premier, L'aider à dormir comme un bébé. Le second, qui vient de sortir récemment, Pourquoi les bébés suédois dorment sous la neige. Pourquoi l'écriture? Qu'est-ce que tu avais envie de transmettre à travers ces livres? L'écriture, ça permet de faire passer un message différemment, de manière plus posée aussi. Les parents peuvent y revenir, prendre leur temps pour lire, aller à leur rythme, aller chercher parfois juste l'info qu'il leur faut à ce moment-là. Et puis ça permet aussi d'avoir une information qui est aussi beaucoup plus accessible. Parlons franchement, un livre à 18-20 euros, c'est bien plus intéressant parfois et bien plus accessible
qu'en accompagnement individuel aussi. Donc ça me permet aussi de toucher des parents qui n'auraient pas la possibilité d'avoir toutes ces infos-là autrement. Et puis effectivement, autant le premier livre c'est vraiment très informatif sur le sommeil, les différentes étapes, tout ce qu'il faut savoir sur le rythme jour-nuit, le rythme circadien, les rituels, l'environnement de sommeil, bref, toutes les bases pour bien dormir. Et pour le coup, le second c'est carrément autre chose, c'est vraiment plutôt un livre pour finir de déculpabiliser et de se dire, de réaliser aussi que notre manière de faire occidentale, elle est quand même vachement bizarre, quoi. Elle a pas grand sens, et c'est aussi pour ça que c'est parfois si difficile, si fatigant chez nous, alors que chez d'autres, ça paraît parfois si facile dans d'autres cultures. Donc c'est vraiment regarder ce qui se fait ailleurs pour s'en inspirer aussi parfois. Il y a des petites choses qu'on peut mettre en place. Les siestes nordiques, peut-être que l'hiver, au lieu d'avoir peur et de jamais sortir, on va peut-être sortir et proposer une sieste dans la poussette, pourquoi pas. Évidemment, on va bien le couvrir, on va prendre les précautions qu'il faut. Le portage, peut-être qu'on va déculpabiliser là-dessus et qu'on va se dire, écoute, c'est mardi matin, au lieu de faire la sieste à la maison dans le noir et de galérer à l'endormir, je vais aller faire le marché, je le mets en portage et puis s'il dort, tant mieux, s'il dort pas, tant pis, c'est très bien aussi. Voilà, c'est de déculpabiliser, de voir ce qui se fait à côté, de prendre conscience aussi des défaillances, on va dire, de notre système à nous, de voir où on a la main pour ajuster et mettre en place des choses de notre côté, et puis là aussi où on n'a pas la main et qu'il faut aussi se dire, là franchement, j'ai pas à culpabiliser de reprendre le travail, j'ai pas le choix, donc on me donne pas le choix à ce moment-là. Donc voilà, c'est apporter un autre regard mais qui fait du bien. Ouvrir le champ des possibles et effectivement se dire que finalement chez nous, on a des attentes qui sont parfois plus culturelles que biologiques et s'autoriser peut-être à faire autrement, comme tu le dis, en tenant compte du cadre et des injonctions et des obligations qu'on peut avoir malgré tout parce qu'on est dans un système et on peut pas le fuir comme ça non plus. Mais c'est bien en tout cas de se dire il y a d'autres cultures qui font autrement et en quoi c'est bénéfique peut-être pour l'enfant, en quoi c'est bénéfique pour le parent aussi, parce que parfois on souffre en tant que parent de devoir agir de telle ou telle façon. Et c'était important dans l'épisode là de revenir sur tous ces éléments-là pour justement lever les mythes, lever les croyances, se dire qu'il y a d'autres méthodes qui sont pas axées sur le comportement. Et je voulais vraiment que ce soit ça qui soit exprimé et je pense que tu l'as très bien fait dans l'épisode. Et donc toi aujourd'hui tu proposes des consultations, tu proposes des modules vidéo, tu proposes ici une formation professionnelle. À qui s'adresse cette formation? Est-ce que tu peux nous détailler peut-être un peu ton offre et les projets à venir aussi? Alors pour le coup, niveau formation, effectivement, ça bouge beaucoup. Il y a de plus en plus de demandes, et tant mieux. Il y a beaucoup de crèches, de professionnels, d'éducatrices, etc., de professeurs des écoles qui s'intéressent au sommeil, à l'attachement, comment sécuriser, comment accompagner les émotions. Encore une fois, la santé mentale et le bien-être des enfants prend de plus en plus de place. L'enfant prend aussi de plus en plus de place dans notre société et c'est une très bonne chose. Donc effectivement, pour l'instant, je propose plutôt des formations professionnelles sur le sommeil, comment comprendre le sommeil, comment accompagner le sommeil, avec bien sûr cette approche développementale. Et puis là, arrivent tout doucement des formations professionnelles sur l'attachement, pour comprendre, encore une fois, cette théorie de l'attachement, comment soutenir les parents dans cette relation parent-enfant. Et puis après, il y aura d'autres formations qui vont arriver sur la théorie de l'attachement au niveau de l'adolescence aussi, parce que c'est aussi un gros sujet. Il y a beaucoup de choses qui changent à ce moment-là. Et puis comment aussi prendre soin et mettre en place un attachement sécurisant en collectivité, en crèche, etc. Parce qu'il y a des défis et d'autres problématiques qui se posent. Donc comment, en tant que professionnel de crèche, on peut mettre en place quelque chose qui soit le plus sécurisant possible quand le contexte est évidemment différent à la maison. Où là, avec 30 enfants, on peut difficilement faire comme quand on en a un ou deux. Mais il y a plein de petites choses quand même qu'on peut mettre en place pour faire attention et prendre soin, évidemment, des enfants, mais aussi des professionnels qui en prennent soin. Et c'est important aussi. Un panel assez large, donc je remettrai bien sûr le lien de tous ces éléments en légende du podcast. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, il y a des petits modules. Donc, quand on est concerné par telle ou telle thématique, on peut avoir accès au sujet, on va dire, qui nous concerne, sans forcément avoir accès à l'ensemble de toutes les thématiques. Donc, c'est ça qui est intéressant. Souvent, sur Instagram, justement, tu réponds à des FAQ, tu redonnes les liens qui sont à privilégier en fonction des thématiques. Donc, ça, c'est aussi intéressant pour les personnes qui voudraient te suivre sur les réseaux. Si tu devais du coup t'adresser directement aux parents épuisés qui nous écoutent, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de cet épisode? J'aimerais qu'ils retiennent déjà que c'est pas leur faute s'ils sont épuisés. Là, pour le coup, le problème, il vient ni d'eux
Leur bébé, il est vraiment systémique pour le coup, sociétal. Un parent ou deux parents sont pas censés être H24 avec un bébé à s'en occuper, seul. On est censé vivre en groupe, mais pas avec 2-3 personnes, avec une dizaine, quinzaine de personnes au quotidien qui s'occupent de bébé, qui prennent le relais, qui s'occupent de nous, du ménage, des courses, des repas, etc. Donc c'est évident qu'avec 2 petits bras ou 4, à la limite, quand le coparent n'a pas encore repris le travail, ça va être bien compliqué et c'est normal. Ce qui va être intéressant aussi pour les parents, c'est déjà de se faire confiance autant que possible, d'éviter de lire tout ce qu'il y a sur les réseaux et qui, encore une fois, peut être très contradictoire. Si ça résonne pas en vous, si ça vous semble difficile à mettre en place, c'est que c'est probablement pas la bonne chose pour vous et votre enfant. En fait, plus on suit, plus on écoute notre cœur, notre intuition de parents et les signaux de notre enfant, plus c'est facile. Il a besoin de dormir avec nous, on met en place quelque chose pour qu'il soit en proximité pendant le sommeil, qu'au dodo, etc. Souvent c'est plus simple. Il se réveille la nuit, il réclame tout le temps le sein, est-ce que je dois le mettre au sein à chaque fois ? Si c'est ok pour toi et qu'il se rendort facilement avec le sein, continue comme ça. Et tu verras, c'est beaucoup plus simple que de galérer à se dire non, faut pas que je le redonne le sein parce que je lui ai déjà donné il y a 30 minutes et on m'a dit qu'il fallait pas que je lui redonne trop précocement et de passer 30 minutes à le bercer alors qu'elle se serait endormie en 2 minutes. Donc voilà, se faire confiance. Et essayer de, autant que possible peut-être en amont de la grossesse ou après, se créer peut-être un semblant de village, à défaut d'en avoir un à côté de nous, des copines, d'autres parents aussi, des groupes de parole, des associations, des lieux d'accueil parents-enfants près de chez nous, des maisons de la parentalité qui font parfois des ateliers collectifs gratuitement ou à des prix tout à fait accessibles. Ça permet aussi de rencontrer d'autres parents qui sont parfois dans les mêmes difficultés, qui rencontrent les mêmes difficultés que nous, et surtout de casser cette solitude. Ça c'est important aussi parce qu'en tant que parent, on a vite tendance à se sentir assez seul avec nos difficultés de parents qui sont pourtant bien souvent communes avec beaucoup d'autres parents. Ce village, merci d'en avoir parlé parce que c'est effectivement le cœur du podcast Mercredi. Je te remercie en tout cas, Alexia, d'avoir pris le temps de m'accorder ce temps sur Mercredi. Merci à toi pour l'invitation. Merci en tout cas d'avoir échangé sur cette thématique qui est cruciale, le sommeil des enfants, le sommeil des adultes aussi, parce qu'on voit que finalement l'un dépend de l'autre et inversement. Merci d'avoir exprimé avec autant d'authenticité et de clarté aussi ce qui est important pour l'enfant, d'avoir axé sur cette notion d'attachement sécurisant, qui est vraiment ce qu'on retient de cet épisode. Et puis d'avoir levé le voile, on va dire, sur l'ensemble des mythes et des injonctions que certains parents peuvent se mettre par rapport à ce sommeil qui nous concerne tous. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mercredi. Avec Alexia, nous avons pris le temps de revenir sur ce qui se cache réellement derrière les réveils nocturnes des enfants. Leur développement, leurs besoins physiologiques et leurs besoins fondamentaux de sécurité. Nous avons aussi évoqué les nombreuses idées reçues qui entourent encore le sommeil des enfants et la pression que cela peut parfois faire peser sur les parents. S'il y a peut-être une chose à retenir de cet échange, c'est celle-ci. Les réveils nocturnes sont souvent normaux et répondre aux besoins de son enfant n'est pas créer une dépendance, mais construire une sécurité intérieure. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire pour m'indiquer le passage qui vous a le plus marqué. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Mercredi. D'ici là, prenez soin de vous et de celles et ceux que vous aimez.